Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine. Au sommaire de cette édition, nous vous proposons une rétrospective de l'action des communautés économiques régionales pour une meilleure intégration continentale. Le passeport africain lancé en 2016 ainsi que le protocole relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et aux droits d'établissement de 2018 sont autant d'instruments juridiques capables d'impulser le commerce intra-africain au sein de la ZLECAf. Le développement du commerce à l'échelle continentale devrait ainsi améliorer les revenus des ménages. Estimée à 2008 $ en 2016, la valeur moyenne du PIB africain par habitant devrait, selon les experts, progresser à 3 249 $ d'ici 2030, grâce notamment à la libre circulation des biens et des personnes. Mais comment cela peut se réaliser? Les détails, c'est dans cet élément signé Nathalie Moore et Richard Ambassa. Le passeport africain lancé en 2016, ainsi que le protocole relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et aux droits d'établissement de 2018, sont autant d'instruments juridiques capables d'impulser le commerce intra-africain au sein de la ZLECAf. Sur le terrain pourtant, des réticences liées aux défis sécuritaires nationaux freinent son implémentation, plafonnant par conséquent les échanges commerciaux entre États membres de l'Union africaine à 15% en 2022. Et c'est très triste. Nous n'avons que 4 États membres. 4 États membres, c'est bien, mais nous avons besoin d'un minimum de 15 États membres. Et nous n'avons pas ces 15 États membres. Seuls 4 ont ratifié depuis. Nous avons le Mali, nous avons le Niger, le Rwanda et Sao Tomé et Principe. Mais je tiens justement... certains pays n'ont pas ratifié ce protocole, mais on sent aussi une ouverture des frontières. Catalyseur du développement de l'intégration économique, la libre circulation des personnes profite à de nombreux secteurs porteurs de croissance comme le tourisme. Les Seychelles, par exemple, grâce à l'accès sans visa sur le territoire à tous les Africains, ont généré 6% de toutes les recettes touristiques internationales en Afrique orientale en 2021. Si nous pouvons nous déplacer librement à travers les régions, pourquoi ne voulons-nous pas nous déplacer librement à travers le continent? Ce sont des questions importantes que nous devons commencer à nous poser. Donc, nous sommes très heureux de voir que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est se réunissent à travers les secrétariats et les structures parlementaires des régions pour s'assurer que quelque chose se passe vraiment. Le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation contient 11 dispositions relatives à la migration et à la mobilité de la main-d'œuvre. En Afrique, 80% des migrations de travailleurs se font à l'échelle du continent, dont 3,6 millions dans les principaux corridors migratoires d'Afrique de l'Est. Une force ouvrière dont la mobilité pourrait réduire des problèmes tels le manque de création d'emplois, le sous-emploi et le manque de qualification professionnelle. Beaucoup reste encore à faire pour atteindre l'objectif d'une Afrique véritablement intégrée et interconnectée. Des données officielles révèlent que la contribution estimée des migrants au PIB de certains pays africains pourrait atteindre 19%, alors qu'en 2016, la valeur moyenne du PIB africain par habitant était de 2008 $. Elle devrait se renchérir à 3 249 $ en 2030 grâce à la libre circulation des personnes. La 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux s'est tenue à Nairobi, la capitale kenyane, du 13 au 16 juillet 2023. Le rendez-vous s'est penché sur les programmes de développement du continent dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États membres. Les communautés économiques régionales, actrices majeures de l'intégration africaine, un sujet de Séverin Douke et de Johnson Dialé Tamandé. L'intégration régionale est un élément essentiel du développement du continent africain. Il a le potentiel de favoriser la baisse des exportations, mais surtout de donner aux producteurs et aux consommateurs davantage de possibilités bien au-delà des marchés restreints des pays. The progress we have made
Les progrès que nous avons réalisés en collaborant avec une fermeté sans précédent dans différents domaines, notamment la paix et la sécurité, l'intégration régionale, l'investissement, le commerce et le développement ainsi que le changement climatique, revêtent une importance considérable et positive pour notre transformation collective. Le monde traverse un tournant décisif de la scène internationale, marqué par les conflits et les crises géopolitiques et géostratégiques dont le continent africain n'est guère épargné. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, projet d'intégration africaine réunissant 54 États africains, est un exemple de réussite d'intégration à même de stimuler le développement du continent. De tels progrès ne sauraient occulter les contraintes structurelles qui ont toujours handicapé notre processus d'intégration. Au nombre de ces contraintes, je voudrais citer en particulier le déficit de financement pour la mise en œuvre du programme d'infrastructure à l'échelle continentale, l'incompréhensible retard dans les ratifications du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Il nous faut de toute urgence sortir de cette flagrante contradiction à vouloir la liberté du commerce et refuser la mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens. Un autre frein à la dynamique de développement de l'intégration régionale, c'est les régimes anticonstitutionnels, mais aussi les crises internes. Mais les acteurs du continent ambitionnent de capitaliser les réformes institutionnelles de l'Union africaine pour poursuivre et réaliser l'objectif ultime de développement, l'atteinte de l'agenda 2063. It is more critical now than ever before. Il est plus que jamais important de mobiliser notre conscience collective, notre volonté, notre solidarité et notre unité pour remplir notre mandat générationnel fondamental qui consiste à faire de l'Afrique une nouvelle puissance mondiale, prête et capable de jouer un rôle moteur dans l'avènement d'une nouvelle ère industrielle qui inaugurera simultanément une ère de développement inclusif, de prospérité partagée et d'action efficace en faveur du climat. To deliver Pan-African transformation. Le département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine a mis sur point l'indice africain d'intégration régionale multidimensionnelle en tant qu'outil de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des programmes d'intégration. Focus à présent sur le nouvel axe de coopération militaire dans le Sahel. La charte du Liptako-Gourma a créé l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour renforcer la coopération militaire, économique et politique dans la lutte contre le terrorisme. L'Alliance vise à résoudre les problèmes de fragmentation sécuritaire et à promouvoir la souveraineté des États. Elle est également ouverte à l'élargissement à d'autres membres partageant des critères similaires. Nathalie Moore et Stéphane Yowa Nana pour les détails. La coopération militaire est au cœur des enjeux de lutte contre la violence terroriste au Sahel. Reconnaissant cet impératif, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé le 16 septembre 2023 la charte du Liptako-Gourma qui a créé l'Alliance des États du Sahel. Les pays signataires ont souligné l'inefficacité des actions militaires jusque-là menées pour justifier la création de cette alliance. Au Sahel, les États traversés par la région du Liptako-Gourma, dite zone des trois frontières, ont compris l'intérêt de se souder les coudes dans la guerre contre les terroristes. Parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptako-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Les États parties de la charte du Liptako-Gourma ont élargi le champ de leur collaboration sur le plan sécuritaire. Il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir pour vraiment scruter d'autres horizons. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États. Donc, subitement, on se retrouve à nous refuser donc, un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir, ce n'est pas la première fois que je le dis.
La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici, je les ai dit ça. La création de l'Alliance des États du Sahel a surpris, alors qu'en février 2023, le G5 Sahel, dont sont membres le Niger et le Burkina Faso, se préparait à une restructuration. La charte du Liptako Gourma a l'ambition de résoudre l'une des principales limites du G5 Sahel, la fragmentation de l'environnement sécuritaire et la préservation de la souveraineté des États. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Le Sahel ne se limitant pas qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'Alliance des États du Sahel est ouverte à un élargissement à de nouveaux membres partageant des critères culturels et idéologiques similaires. Dans le reste de l'actualité, cap en Afrique centrale où les ressources naturelles et le dynamisme des populations constituent des atouts non négligeables pour relever les nombreux défis de cette région. Et puis en Afrique du Nord, la résolution des conflits dans le monde arabe abordée par le Maroc lors du 6e forum de coopération Russie-Monde arabe. Enfin en Afrique de l'Est, le mandat de la MONUSCO renouvelé jusqu'au 20 décembre 2024. D'après le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique, Abdou Abari, l'Afrique centrale est une région qui a un potentiel considérable pour son développement et sa stabilité. Au Conseil de sécurité le 13 décembre 2023, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale a expliqué que ce potentiel de la sous-région se manifeste d'abord à travers les ressources dont regorge son sous-sol de l'immense forêt du bassin du Congo, l'un des derniers puits de carbone net au monde, considéré comme le deuxième poumon vert de la planète. Abdou Abari a témoigné au Conseil de sécurité des Nations Unies de la volonté des dirigeants de l'Afrique centrale à développer les États dans la paix et la sécurité collective, soulignant que les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région Afrique centrale se sont réunis au moins 5 fois sur les questions de paix et de sécurité entre juin et décembre 2023. La 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, tenu le 20 décembre à Marrakech, a permis au ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita de présenter la position du royaume chérifien pour la résolution des conflits dans le monde arabe, en particulier en Palestine, sous occupation israélienne. En présence du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie marocaine a rappelé l'appel du roi Mohamed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds à coopérer pour une désescalade concrète, mettre fin aux agressions militaires et aboutir à un cessez-le-feu durable et vérifiable, ainsi qu'à la protection des civils. Nasser Bourita a également mentionné une perspective politique pour résoudre la question palestinienne dans le cadre de la solution à 2 États, telle que convenue par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a prorogé le 19 décembre 2023 le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, jusqu'au 20 décembre 2024. La force de l'ONU va toutefois effectuer son retrait progressif du pays en quittant le Sud Kivu d'ici à la fin avril 2024 et limitera son mandat aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri de mai 2024 jusqu'à la fin de la période couverte par le mandat actuel. Le groupe de travail conjoint comprenant la MONUSCO, le gouvernement congolais et l'équipe pays des Nations Unies a été invité par le Conseil de sécurité des Nations Unies à donner d'ici au 30 juin 2024 des informations actualisées sur l'application du plan de désengagement complet. Le gouvernement congolais souhaite le départ de la MONUSCO pour assurer dans sa souveraineté la protection des populations civiles se trouvant sur son territoire. Le 21 décembre 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution
sur le financement des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine. Le texte a été entériné après l'adoption d'une proposition d'amendement des États-Unis qui prévoit qu'au titre du partage des responsabilités, que la contribution des Nations Unies à ces opérations ne pourrait excéder 75% de leur budget annuel. Explication dans cet élément signé Marie-Raphaël Antolo et Catherine Elondo. À l'unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 23 décembre 2023 la résolution 2719 sur le financement des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine. Le texte des résolutions rédigé par les 3 membres africains du Conseil, notamment le Gabon, le Ghana et le Mozambique, a été entériné après l'adoption d'une proposition d'amendement des États-Unis qui prévoit qu'au titre du partage des responsabilités, la contribution de l'ONU à ces opérations n'excède 75% de leur budget annuel. Le Conseil a cependant précisé qu'en autorisant au cas par cas d'éventuelles opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine, il décidera du modèle de mission le plus approprié en donnant la propriété à la création d'un bureau d'appui des Nations Unies. La résolution adoptée cet après-midi est un important message des Nations Unies et de la communauté internationale aux peuples africains et un moment clé dans la projection de la réponse aux aspirations légitimes de ces peuples à la sécurité et à la dignité. Les modalités de financement des activités de l'Union africaine en matière de résolution des conflits, de paix et de sécurité de l'Union africaine varient selon les missions et comprennent un mélange de sources telles que le Fonds pour la paix de l'Union africaine, les partenaires internationaux bilatéraux et multilatéraux et dans certains cas, les fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Toutefois, l'Union africaine rencontrait des difficultés dans la mobilisation des ressources destinées à ses propres opérations et programmes pour le maintien de la paix en Afrique. Les ressources financières sont aussi bien le nerf de la guerre que le cœur de la paix. Pendant longtemps, l'Union africaine est restée tributaire des dotations de la communauté internationale. Cette tendance entame la liberté d'action des dispositifs mis en place, dans la mesure où l'apport de l'extérieur n'est ni philanthropique ni désintéressé et peut, au gré des circonstances, être orienté, s'émousser et provoquer conséquemment des engagements financiers ou des approches mercantiles ou transactionnelles. En vertu de la résolution 2719, le Conseil reconnaît que les opérations de soutien à la paix de l'Union africaine, y compris d'imposition de la paix avec ce financement, peuvent être déployées rapidement pour appliquer un mandat clair, robuste et ciblé, d'une durée limitée et doter les mécanismes de défense d'une stratégie de sortie définie dès le début. La résolution adoptée traduit nos objectifs de répondre aux interrogations africaines restant en suspens depuis plusieurs années. À ce niveau, il est impératif de donner des réponses appropriées aux défis sécuritaires grandissant sur le continent africain. Pour ce texte, le Conseil décide en outre que l'appui aux opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine sera fourni conformément à la politique de diligence voulue en matière des droits humains en cas d'appui de l'ONU à des forces de sécurité non onusiennes. L'Agence de développement de l'Union africaine organise du 10 au 12 janvier 2024 à Addis Abeba la conférence sur l'avenir de l'Afrique. La conférence, initiative du programme Policy Bridge Tank de l'Agence de développement de l'Union africaine, se concentrera sur la fourniture de données prospectives sur les perspectives de développement de l'Afrique, étayées par des recherches rigoureuses émanant de groupes de réflexion africains. Le 3e sommet du Sud se tiendra du 20 au 23 janvier 2024 à Kampala en Ouganda, sur le thème « Ne laisser personne de côté ». Le sommet vise à impulser la coopération entre les 134 États membres du groupe des 77 après le 2e sommet du Sud qui s'est tenu à Doha au Qatar du 14 au 16 juin 2005 et le 1er sommet du Sud qui a eu lieu à La Havane à Cuba en 2000. Le 3e sommet se tient en Afrique suivant le principe de rotation géographique du G77.
Rome, capitale de l'Italie, accueille du 28 au 29 janvier 2024 la première conférence Italie-Afrique. La réunion examinera le plan de coopération énergétique que l'Italie souhaite proposer aux pays africains. Selon le Premier ministre Giorgia Meloni, ce plan, connu sous le nom Plan Mattei, est nommé d'après le fondateur du groupe énergétique italien Eni, Enrico Mattei, devrait jeter les bases d'une coopération globale entre l'Italie et l'Afrique. Un vaste programme d'investissement et de partenariat sera présenté à l'occasion du sommet. L'essoufflement de la coopération entre l'Afrique et ses partenaires traditionnels comme la France et les États-Unis amène les États africains à s'ouvrir à d'autres partenaires pour matérialiser les projets de développement et le progrès social. Les BRICS, groupes regroupant les économies émergentes, sont une option viable de partenariat pour les États africains selon les acteurs des relations internationales. L'ancien ministre ivoirien Aroua Don Melo est celui qui est chargé de promouvoir les partenariats entre les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale avec l'Alliance des BRICS. Il est l'objet du portrait de l'African Union Journal de cette semaine. Ancien conseiller du représentant du patronat russe en Afrique, Aroua Don Melo est fier de promouvoir de nouveaux horizons de partenariat pour les pays africains qui s'éloignent de la traditionnelle coopération avec les pays du Nord tels que la France ou encore les États-Unis. L'ancien ministre de l'Équipement et de l'Assainissement de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo soutient une industrialisation de l'Afrique en partenariat avec les BRICS, ce groupe de 5 économies émergentes comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les nouveaux rapports entre l'Afrique et les BRICS, c'est des rapports qui sont définis par les Africains eux-mêmes et donc qui tiennent compte de l'aspiration des peuples africains. Et les peuples africains aspirent à deux choses fondamentales, la souveraineté et l'intégration de leur économie. Ce qui veut dire beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'industries, une capacité de formation et de recherche et une capacité en matière de santé et aussi en matière culturelle et sportive. Et je pense que les BRICS constituent un partenaire privilégié pour faire ce saut-là d'une économie primaire vers une économie secondaire. Souvent négligées par d'autres puissances internationales, les rencontres de l'Alliance des BRICS suscitent aujourd'hui un intérêt pour la communauté internationale en contexte de tensions entre les États occidentaux et la Russie. Les liens entre les géants de l'économie mondiale membres des BRICS et l'Afrique devraient être renforcés après le sommet Russie-Afrique tenu les 27 et 28 juillet et en perspective du 15e sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août à Johannesburg. Le premier partenaire commercial et en termes de développement, c'est la Chine. Donc ce n'est pas un gadget. C'est beaucoup plus d'investissement pour le continent africain en termes d'infrastructures et de développement industriel et je pense que ce n'est pas rien. La Russie va ouvrir une nouvelle opportunité dans le concert des relations entre l'Afrique et la Russie. Ce n'est pas non plus du gadget. Il y a beaucoup d'accords de coopération qui ont été signés entre la Russie et l'Afrique. Il est question de donner un contenu économique à ces accords-là. Quant à l'Afrique du Sud, c'est la première puissance industrielle de l'Afrique et vous savez les relations qui existent entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique, eh bien ça aussi ce n'est pas du gadget. En termes de télécommunications, en termes d'investissement dans les infrastructures et aussi en termes commerciaux avec les grands supermarchés, les grandes banques qui se déploient aujourd'hui sur le continent africain. Les BRICS sont l'une des instances qui encouragent la reconnaissance de la multipolarité des équilibres politiques et économiques mondiaux. En 2020, la contribution du bloc des BRICS au produit intérieur brut mondial représentait 31,5%. Le groupe a depuis 2014 une banque de développement, la nouvelle banque de développement, qui finance des projets structurants dans les pays membres. L'élargissement du bloc des BRICS à de nouveaux pays pourrait être une opportunité pour les pays africains. Si l'Afrique ne se donne pas une vision dans ce nouveau concert-là, l'Afrique ne tirera pas le meilleur des BRICS. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays africains qui sont, je dirais, traditionnellement liés à l'Occident. Et tout le flux commercial se passe entre l'Occident et l'Afrique. Il est question aujourd'hui d'élargir. Et nous avons là la possibilité d'élargir nos partenaires. À l'image de son engagement dans l'Alliance des BRICS,
Arwadon Melo a une flamme patriotique qui reste allumée depuis ses années d'études en France, où il est sorti, nanti d'un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées avant de revenir gérer, entre 2000 et 2011, le Bureau national d'études techniques et de développement de la Côte d'Ivoire. Fidèle à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Arwadon Melo a rejoint le Parti des peuples africains à sa création en 2021, assumant à ce jour les fonctions de vice-président chargé de l'implantation du parti en Afrique et de la promotion du panafricanisme. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.